À la une, 62 villages du Bunkani connectés au réseau électrique national. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé à la mise sous tension symbolique au titre du programme national d'électricité rurale. Trois jours de concertation pour les experts africains de la protection civile des pays de la CEDEAO et de la Mauritanie. Ils se réunissent pour élaborer des stratégies de lutte et de prévention pour éviter des milliers de morts dans des catastrophes naturelles et humaines comme Ebola. Les élections législatives et communales le 26 juin et la présidentielle le 15 juillet. C'est le nouveau calendrier proposé par la commission électorale du Burundi. Mais l'opposition ne reconnaît plus cette commission électorale depuis la fuite de plusieurs de ses membres. Vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue dans le point de l'actualité. La lourde dette fiscale de certaines entreprises de presse, la subvention à l'impression accordée par le gouvernement, deux préoccupations majeures qui ont conduit les éditeurs de presse de Côte d'Ivoire vers le Premier ministre. Hervé Blé pour le point de la rencontre. Le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire se réjouit d'avoir trouvé auprès du Premier ministre une oreille attentive. Au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le bureau exécutif du GEPSI a soumis trois préoccupations, la première portant sur la reconduction par l'État de la subvention de plus de 800 millions de francs CFA accordée en 2014 aux entreprises de presse, la seconde sur l'abandon par l'État de la dette fiscale qui menace la survie de plusieurs entreprises de presse, la dernière préoccupation étant, elle, relative à la mise en place d'une fiscalité propre au secteur de la presse en Côte d'Ivoire. Ont donc été présentées par le GEPSI des préoccupations, mais aussi cet engagement. Naturellement, on n'a pas fait que présenter des doléances ou demander le soutien de l'État. On a échangé avec le Premier ministre sur l'engagement très fort des éditeurs de presse, des patrons de presse, de faire en sorte donc, que l'environnement politique puisse être apaisé. Pour ce qui concerne en tout cas les rédactions de presse, donc l'ensemble des éditeurs de presse, qui sont engagés pour la première fois également à signer une charte pour des élections apaisées. Ce qu'on retient, c'est surtout cette bonne disposition du Premier ministre, donc à faire en sorte que nos problèmes soient examinés avec la plus grande attention par le gouvernement. La lumière fait désormais partie du quotidien des habitants de plusieurs localités de la région du Bunkani. C'est à environ 600 km d'Abidjan. 62 localités ont été raccordées au réseau électrique hier, lundi, par le Programme national d'électricité rurale. Le reportage est de Sidonie Davila. Et la lumière fut dans le Bunkani par ce geste. La mise sous tension du réseau électrique de 62 localités de cette région a été effectuée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Selon lui, l'électrification de toute cette région est une volonté politique qui cadre bien avec les aspirations des populations. Cette nouvelle source d'alimentation à l'électricité de Bouna permettra non seulement de satisfaire les besoins des populations, mais surtout de garantir une activité économique dynamique et le développement dans cette belle région à fort potentiel. Ces réalisations dans la région du Bunkani constituent une preuve supplémentaire de l'engagement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à apporter l'électricité partout en Côte d'Ivoire. Il a instruit le gouvernement à œuvrer sans relâche pour apporter de l'électricité dans toutes les régions de notre pays. Cela fait près de 50 ans que plus de 262 000 habitants rêvaient de bénéficier d'un poste d'alimentation pour l'éclairage public et l'électricité dans les ménages. Aujourd'hui, ils peuvent donc manifester leur joie. Je remercie le président Alassane Ouattara de ce geste nous fait de penser à Bouna. On souffrait trop, le moteur, chaque fois le moteur nous fatiguait. Étant privé de l'électricité pendant 50 ans, depuis les indépendances de Côte d'Ivoire, nous, on est heureux aujourd'hui d'avoir l'électricité en forte quantité. Aujourd'hui, nous sommes connectés à l'électricité nationale. C'est vraiment un plaisir pour nous, nous sommes très heureux. C'est une grande avancée pour nous, à la fois dans notre quotidien, mais également dans les perspectives de développement de notre région. La région regorge de potentialités. Aujourd'hui, je crois qu'on vient de nous donner les moyens de réaliser ces potentialités. Ce vaste projet de raccordement électrique de la région du Bunkani n'a été possible que grâce à l'interconnexion entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Au plan technique, la solution la plus rapide à mettre en œuvre était l'interconnexion du Bunkani avec le Ghana du fait de la proximité du réseau ghanéen et surtout
des excellentes relations d'échange d'énergie entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Dans le cadre de notre politique de sécurisation et de stabilisation de la fourniture d'électricité, nous procéderons au bouclage du réseau national en passant par Abangourou, Agniblekro, Tanda, Bondoukou et Bouna d'une part, et d'autre part, en raccordant Bouaké, Serebou, Bondoukou et Bouna. D'un montant de 13 milliards de francs CFA, dont une partie financée par la Banque ouest africaine de développement BOAD, le projet de raccordement au réseau électrique national de 62 localités de la région du Boumkani vient accroître le taux d'électrification de la région qui passe de 1 à 17%. Reprise du procès des militaires Jean-Noël Abbaye et de Yapo Seka, dit Seka Seka, ex-aide de camp chargé de la sécurité de l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Le procès ouvert jeudi dernier a été reporté à aujourd'hui mardi. En plus des 2 commandants, 7 autres officiers de la gendarmerie comparaissent pour leur implication présumée dans un certain nombre de tueries liées à la crise post-électorale. La ministre française de la Justice, Christiane Taubira, entame ce mardi à Abidjan une visite de 3 jours. Elle répond ainsi à l'invitation de son homologue Nyenema Koulibaly en vue de renforcer la coopération entre les 2 pays en matière de justice. Le déblocage des salaires annoncé pour la fin de mai est désormais effectif. Les impacts sont perceptibles sur les rémunérations depuis quelques jours. Combien de fonctionnaires sont concernés par ces avancements? Qui sont les recalés? Pour quelles raisons? Réponse à ces interrogations avec les directeurs de la solde et des ressources humaines civiles dans le reportage de Michel Diré. Pour ce mois de mai 2015, 116 098 fonctionnaires ont bénéficié du déblocage des salaires et cet effectif se répartit comme suit. 92 738 fonctionnaires du secteur éducation-formation, 17 919 de la santé, 5 441 paramilitaires, 725 fonctionnaires des affaires maritimes et portuaires, 1991 des douanes et 2725 agents des eaux et forêts. Toutefois, le déblocage des salaires de 6 459 agents a été différé. Il s'agit de 1781 enseignants du secondaire n'ayant pas encore date de promotion dans les nouveaux emplois prévus par le profil de carrière du secteur éducation-formation. Après cette population, vous avez 4678 cas dont la situation administrative reste à régulariser. Donc, il importe de souligner que le déblocage des salaires pour les 6459 cas sera immédiatement effectif dès que les pièces administratives attendues des intéressés, il s'agit d'une attestation de présence, des actes de nomination dans leur emploi, seront déposés auprès des directeurs des ressources humaines chargés de les transmettre aux services compétents du ministère de la fonction publique. En définitive, le déblocage des salaires indiciaires est effectif pour 122 153 fonctionnaires pour un coût estimé à 77,3 milliards de francs CFA sur 8 mois de l'année 2015. Il faut préciser que les fonctionnaires qui n'ont pas atteint l'ancienneté requise de 2 ans de service avant le 31 décembre 2014 pour bénéficier d'avancement ne sont pas éligibles au déblocage indiciaire. Donc cette population représente 6 675 agents. Il est à observer que l'achèvement du déblocage met fin à la subvention des cotisations sociales supportées par l'État. Le taux de cotisation pour la pension à la charge du fonctionnaire passe de 6% à 8,33%. L'Union des femmes fonctionnaires et épouses de fonctionnaires de Boudéké, village situé à 24 km d'Adzopé, salue ce déblocage des salaires. Elles se sont retrouvées à Abidjan pour célébrer la nouvelle. Serge Coléa. L'Union des femmes fonctionnaires et des épouses de fonctionnaires salue l'effectivité du déblocage des avancements. Pour Yao Yeboa Amalouise, présidente de cette union des femmes fonctionnaires de Boudépé, à travers le déblocage attendu depuis plus de 20 ans, le président Alassane Ouattara vient de poser un acte fort et les Ivoiriens doivent le saluer. Au menu de cette célébration, une séance de sensibilisation des femmes à la gestion de leurs ménages respectifs, le bilan des activités de l'Union, sans oublier des activités culturelles.
Pour le parrain Achou Raphaël, cette union est une plateforme d'échange d'expériences en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail de ses membres. Il a invité l'union à poursuivre ses actions tout en prônant la solidarité et l'entraide. Coopération entre l'autorité nationale de l'aviation civile et l'ambassade de France. Il a été question d'outiller les agents de sécurité et de défense de plusieurs pays de la sous-région à l'art de la négociation en cas de prise d'otage dans un aéroport. Michel Digré. Ils sont désormais aguerris aux techniques de négociation en cas de prise d'otage dans les aéroports. Leur mission, sauver la vie des passagers et du personnel par le dialogue avec les ravisseurs. La formation a toujours été théorique. C'est la première fois qu'on l'a eu en pratique. Vraiment, et ça c'est une bonne chose parce que nous sommes tous en Afrique et vu la situation vraiment sécuritaire très versatile, personne n'a le droit de se dire jamais nous. Je repars très outillé dans mon pays, le Burkina Faso, pour faire face, on ne le souhaite pas, à une situation de prise d'otage dans le dénouement souhaité en termes de négociation. Pour négocier, il faut aller d'abord, il y a des principes. Il faut aller doucement, les techniques, les négociations, le calme, la persévérance, la pugnacité, l'empathie naturelle. Tout ceci, c'est des techniques qu'ils nous ont appris pour entamer une bonne négociation. La semaine de formation assurée par des experts français est un atout qui permettra de renforcer le dispositif de sécurité et de sûreté des aéroports des 10 pays africains dont sont issus les participants. Même s'il n'y a pas de menace, il faut être prêt. Nous avons certifié notre aéroport. Ça veut dire quoi? Que nous avons pris toutes les mesures pour que la sûreté soit respectée à tous les niveaux. Et donc ça, c'est un complément. On a travaillé avec des gens qu'on avait déjà rencontrés et puis on s'est rendu compte que 2 ans après, les bases étaient toujours là. Donc c'est profitable. Donc on a trouvé des gens très investis, très volontaires et qui avaient vraiment envie d'apprendre la matière et de pratiquer pour progresser. Cette formation est une initiative de l'autorité nationale de l'aviation civile en collaboration avec l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Plus de violence dans les gares routières, c'est l'objet d'une campagne de sensibilisation initiée par le Haut Conseil du patronat du transport routier, appuyée par l'Agence des États-Unis pour le développement. La campagne a démarré le 29 mai dernier, avant de s'achever hier par un concert. Moussa Konaté. Non à la machette et non au coup de poing. Désormais, plus question de bagarre, d'affrontements entre syndicats ou encore d'agression dans les gares routières. Les acteurs du transport s'engagent à bannir la violence de leur milieu. Une résolution prise à l'issue de la campagne de sensibilisation dans les communes du district d'Abidjan, initiée par le Haut Conseil du patronat du transport routier avec l'appui de l'Agence des États-Unis pour le développement USAID. Nous sommes heureux de constater qu'il y a eu une adhésion totale autour de cette idée qui veut que le secteur du transport soit définitivement débarrassé de la violence. Nous sommes les enfants de la République et à ce titre, les enfants de la République doivent avoir un esprit de responsable, avoir un esprit de gagneur. Pour terminer cette campagne en beauté, un concert gratuit de l'artiste Ismaël Isaac. Le reggae, musique de combat, et Ismaël Isaac, artiste bien apprécié dans le milieu du transport. Un alliage justifié donc pour porter le message de paix et de non-violence dans le secteur. Nous avons un allié en tant que Ismaël Isaac et tous les musiciens ce soir pour passer le message, pour créer un climat de paix parmi les transporteurs. Parce que ça commence dans les woro-woro, ça commence dans les baka, les bus, ça continue dans les gares routières et sur les routes. Et si ils s'engagent à promouvoir la paix, il y aura certainement moins de violence. Le Haut Conseil du patronat du transport routier aspire à la professionnalisation du secteur. Dans cette dynamique, l'éradication de la violence reste un facteur déterminant.
La journée mondiale des océans a été célébrée hier à Dabou. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a appelé à la responsabilité de tous pour la préservation des océans. Issa Yeo, Mamadou Kwasi. Pour la survie et la reproduction de toutes les espèces marines, le gouvernement ivoirien multiplie alors les actions de sensibilisation des populations sur la préservation des océans. C'est dans cette optique que le ministre Allah Kwadio Remi, à l'occasion de la journée mondiale des océans à Dabou, a appelé à une prise de conscience de tous. Nos océans sont malades. Cette journée constitue donc un des moyens pour continuer de sensibiliser chaque citoyen, chaque citoyenne à ne plus poser d'actes qui menacent notre patrimoine commun, les océans. Nous avons l'obligation de conduire des actions à court, moyen et long terme qui préservent nos océans des impacts des activités humaines. La pollution est une menace sérieuse affectant les cours d'eau, a fait remarquer le secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est l'occasion d'apporter un effort particulier pour mettre un terme à la pollution engendrée par les matières plastiques. Cette pollution représente une menace sérieuse car elle provoque une dégradation très lente affectant les cours d'eau pour de très nombreuses années. La Côte d'Ivoire compte 522 km de côte, mais à cause, entre autres, de mauvaises méthodes de pêche, les activités humaines menacent aujourd'hui cette richesse marine. Les pays d'Afrique de l'Ouest se préparent à parer à d'éventuelles catastrophes naturelles ou humaines. Les experts africains de la protection civile des pays de la CEDEAO et de la Mauritanie ont 3 jours pour élaborer des stratégies de lutte et de prévention pour éviter des milliers de morts. Doigt de laser. Le réchauffement climatique, les inondations, les épidémies telles que la fièvre à virus Ebola, les guerres tribales et les crises militaro-politiques sont des catastrophes naturelles ou humaines qui endeuillent chaque année de nombreuses familles en Afrique de l'Ouest. 35 millions de personnes ont été enregistrées comme victimes de ces catastrophes de 2000 à 2014. 75% de ces victimes ont perdu la vie. Comment réduire le risque et mieux gérer d'éventuels cas de catastrophe en Afrique de l'Ouest? Les experts de la protection civile se concertent à Abidjan à la 9e consultation régionale du comité de suivi et de gestion des catastrophes. Faire l'état des lieux de la région, analyser ensemble les risques. On va aussi discuter des élections, de tous les conflits qui malheureusement touchent la région. Comment minimiser les impacts sur les populations. La catastrophe, c'est une guerre. Il faut développer les structures de la protection civile, les intervenants avec leurs moyens d'intervention pour faire face. Objectif visé, contribuer à la réduction des risques de catastrophes à travers la paix, instaurer la réduction des risques dans les politiques de développement des États, autant de dispositions saluées par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire. Dans un pays, l'onde de choc se propage dans les pays voisins. C'est les populations qui retrouvent chez elles, c'est les populations apeurées qu'il faut secourir. Et donc, il est bon que nous enrichissions des expériences communes. 3 points essentiels sont au centre des échanges qui vont durer 3 jours. La maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, l'analyse et la préparation multirisques régionales et la loi internationale en matière de catastrophes. Des travaux qui vont être couronnés par un exercice pratique du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié sur le secours et la protection des personnes et des biens en cas de catastrophe naturelle. Et en septembre prochain, l'Organisation mondiale de la protection civile initie une rencontre à Abidjan pour valider le plan stratégique de la gestion des catastrophes. Parlons santé avec ce nouveau centre de lutte contre Ebola à San Pedro. Il ouvre ses portes au sein du centre hospitalier régional après celui du CHU de Trècheville. Honorina Nigori. Le centre de lutte contre Ebola de San Pedro a été construit par Médecins du Monde. Il a été financé par l'ONG ECHO. C'est dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Son coût, 40 millions de francs CFA. Il va permettre d'accueillir et d'examiner tout cas suspect du virus Ebola dans la région de San Pedro. Ce centre est composé de plusieurs zones. Une zone appelée suspect, une zone de déshabillage et des zones de stockage. Des toilettes spécialisées s'y trouvent également.
Pascal Blanchière, coordinatrice de Médecins du Monde, a émis le vœu de voir un centre qui va prendre en compte tout type de menaces. Autour de ces tentes, il y a tout un système, donc il y a une zone d'accueil pour les familles. Il y a également un centre, une entrée pour le personnel de santé, avec un bureau, un stock, un endroit où il peut s'habiller puis se déshabiller en sortant. Donc tout ça, ça répond à des circuits très stricts et très réglementés. Et enfin, il y a une zone de déchets et une zone de nettoyage et de désinfection. Ce centre de lutte contre Ebola est installé dans l'enceinte du CHR de San Pedro. Lutte contre une autre épidémie, il s'agit de la grippe aviaire et face à cette menace, dans la région de Gbeke, les autorités locales rencontrent les populations. Elles sont sensibilisées sur les mesures de prévention pour éviter la grippe aviaire, surtout qu'aucun cas n'a été confirmé à Bouaké. Hassan Kane, Ouattara Amadou. La grippe aviaire est une maladie qui décime la volaille. Elle a un impact négatif sur la santé de la population. Au plan économique, la maladie cause d'énormes préjudices à la filière qui enregistre d'énormes pertes. Suite à l'information de l'existence d'un foyer de grippe aviaire à Bouaké, le préfet de la région de Gbeke a initié une rencontre avec les différentes couches de la population. Les directeurs régionaux de la santé, de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ainsi que les professionnels du secteur avicole, les autorités administratives et politiques, les dignitaires religieux et des responsables de communautés ont pris part à cette rencontre. Objectif, sensibiliser la population sur le respect des mesures de prévention. Le cas n'est pas encore confirmé, mais il faut être prudent. Il y a des dispositions qui ont été prises au niveau du ministère des Ressources animales et halieutiques. Et c'est ces mesures-là que nous sommes en train de répercuter sur les populations. La direction régionale des ressources animales et halieutiques est à pied d'œuvre pour veiller au niveau des revendeurs, au niveau des fermes, afin que des mesures appropriées soient observées. Une structure de veille est mise en place par le préfet de la région de Bouaké et pilotée par la direction régionale de la santé de Bouaké. Cette structure soutient qu'aucun cas de contamination de grippe aviaire chez l'homme n'a été diagnostiqué à ce jour dans le département. Les acteurs de la filière volaille et les représentants du ministère des Ressources animales et halieutiques de la région de Bouaké s'engagent à l'application des décisions préventives. Fête des mères à Adjamé, Marcory et Yopougon, les femmes de ces communes ont reçu de nombreux présents. Leurs différents conseils municipaux n'ont pas voulu manquer cette occasion de les magnifier. Les femmes d'Abobo PK18 et de Yopougon, honorées par le président du Forum pour la vulgarisation des actions du maire de la commune de Yopougon, Siloué Djakaridja. À cette occasion de la fête des mères, elles ont reçu des chaises et des bâches pour leurs différentes réunions et plus de 200 complets de pagne. 800 000 francs en espèces donnés par le premier adjoint au maire de Yopougon, soit un don de plus de 3 millions de francs CFA au total. Des actions qui ont réjoui ces moments, leur porte-parole n'a pas manqué de remercier les donateurs. Les bénéficiaires ont pris l'engagement d'investir ces 800 000 francs CFA dans des activités génératrices de revenus en vue de favoriser l'autonomie financière des femmes de PK18 et de Yopougon. La Fédération des associations des femmes d'Adjamé était aux couleurs de la fête des mères. Cette cérémonie placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale a mobilisé les 40 associations de cette fédération. Selon la présidente de la fédération, chaque femme doit s'investir dans la richesse de la paix en posant des actes qui vont favoriser la cohésion sociale. Des propos soutenus par le parrain de la cérémonie, Farikou Soumaoro, qui a indiqué aussi que la femme est indispensable dans le foyer. Selon lui, elle doit donc prendre une part active dans le développement du pays. Après son intervention, il a remis les cadeaux aux femmes. Les veuves de la commune de Marcory, en cette période de la fête des mères, n'ont pas été oubliées. L'ONG Tabita, qui œuvre pour le bien-être social des personnes défavorisées, a pensé à elles. Ces dons composés de sacs de riz, de pâtes alimentaires et de pain leur ont été remis afin de leur permettre de passer une bonne fête des mères. Selon les donateurs, ce geste a pour but de soutenir ces veuves qui, malgré l'absence de leur mari, se battent souvent dans des conditions très difficiles pour assurer l'éducation de leurs enfants.
Ils ont donc pris l'engagement de leur venir en aide dans la mesure de leurs moyens chaque fois que le besoin se fera sentir. En retour, les veuves ont traduit leur reconnaissance aux donateurs pour ce geste de portée sociale. Le collectif des femmes de la Compagnie ivoirienne pour le développement du textile est allé visiter les enfants de la pouponnière de la maison des bébés au quartier Ngatakro, c'est à Boaké. Ces femmes ont offert aux poupons des vivres et des non-vivres. Ouattara Djeniba et Kader Sogodogo. Action de haute portée sociale du collectif des femmes de la Compagnie ivoirienne pour le développement du textile, CIDT. Ces femmes ont offert des vivres et non-vivres à la pouponnière, la maison des bébés Notre-Dame de la Visitation du quartier Ngatakro de Boaké, pour le bonheur des tout-petits. Une action qui s'inscrit dans le cadre des activités sociales que mène le collectif depuis 3 ans. La porte-parole des femmes de la CIDT, Tano Catherine, a traduit au nom de ses collègues son affection et sa solidarité pour ses enfants abandonnés. Elle a donc appelé les bonnes volontés afin qu'elles viennent en aide à ces bébés qui ont besoin de vivre. La maison des bébés n'est pas connue. Donc disons c'est une sensibilisation que nous souhaiterons faire. Donc nous lançons cet appel pour que les autorités pensent à la maison des bébés. Ensuite, l'accès est très difficile. Si la mairie pouvait faire quelque chose pour ce centre qui fait vraiment des merveilles pour nos enfants. Ensuite, aux associations féminines, de penser à nos bébés, qui ce sont des enfants abandonnés, ce sont des enfants orphelins. Donc, nous leur demandons de temps en temps de penser à ces enfants-là. Brunet Kone Elisabeth, directrice de la pouponnière, a salué le geste des donatrices à travers des mots de reconnaissance. Elle a promis de faire bon usage de ce don. La maison des bébés Notre-Dame de la Visitation du quartier Ngatakro existe depuis 2006. Direction Akupé, un collège qui donne des cours d'agronomie en dehors des classes ordinaires et l'initiative paye. L'établissement vient d'être distingué meilleur collège à la finale du concours national des arts et de la culture en milieu scolaire. Le reportage de Thérèse Yoboué. C'est un collège pas comme les autres, le collège Le Planteur d'Akupé. Ici, en plus de la formation classique, les élèves reçoivent des cours en agronomie. Cet établissement est le fruit de partenariats de l'Union des coopératives de la région et des partenaires chocolatiers. Les élèves de l'établissement sont les enfants des planteurs installés dans la localité. Il s'agit pour eux de pérenniser l'œuvre de leurs parents. Le collège a été désigné le meilleur établissement à la finale du concours national des arts et de la culture en milieu scolaire organisé à Korogo en juillet 2014. Cette année, les meilleurs élèves de cet établissement ont été récompensés. L'école compte 1200 élèves. Du coton et de l'anacarde de la région du Poro forment ses membres techniques de création et d'entretien des vergers. À terme, ils auront une connaissance théorique et pratique de l'itinéraire de la filière coton. Thérèse Yoboué. C'est en 2014 qu'une signature de convention cadre suivie de contrats spécifiques entre le Conseil du coton et de l'anarcade, le Fonds interprofessionnel pour le conseil agricole FIRCA et la NADER a été signé. Le but ? Assurer aux planteurs la formation aux bonnes pratiques agricoles, à l'identification des producteurs et des parcelles, à l'amélioration des prévisions des récoltes et de suivi des statistiques de production et à la vulgarisation des variétés améliorées. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu cette séance de formation initiée par le Conseil du coton et de l'anarcade dans la région du Poro. Aujourd'hui, la mise en œuvre du programme permet d'encadrer les producteurs et de leur montrer le savoir-faire à l'effet d'améliorer la productivité et de faire en sorte que les plantations soient conduites dans les normes. À l'ouverture de cette séance de formation, les responsables de la NADER et du Conseil du coton et de l'anarcade ont souligné l'importance de la formation qui demeure un axe majeur pour l'amélioration des revenus des producteurs. Le feedback qui va être fait au niveau des producteurs va permettre d'améliorer de façon substantielle la qualité de l'anarcade. Sur le terrain, les planteurs ont appris à enlever les branches encombrantes pour permettre à l'arbre de produire plus, couper certains plants pour aérer le champ et faciliter la circulation. Le secrétaire général de la préfecture de Korogo a donc invité les producteurs à opter pour la qualité tout en respectant les consignes des agents de la NADER.
La commission électorale du Burundi a proposé lundi un nouveau calendrier électoral que le président Nkurunziza doit entériner par décret. Il fixe les législatives et communales au 26 juin et la présidentielle au 15 juillet. Mais l'opposition ne reconnaît plus cette commission électorale depuis la fuite de plusieurs de ses membres. Invité au sommet du G7, le groupe des pays les plus industrialisés du monde, Muhammadu Buhari, le nouveau président du Nigeria, a exposé sa stratégie de lutte contre les terroristes de Boko Haram qui sévissent dans son pays. Il a ensuite demandé l'aide des dirigeants du G7 afin de mener à bien cette stratégie. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain point de l'actualité à 18h sur RTI 1 avec Ali Diarasouba.